Le contrôle n'est pas un désir superficiel que certains hommes cultivent par hasard. C'est une architecture psychologique complète, une façon d'être au monde qui transforme chaque interaction humaine en un échiquier où toutes les pièces doivent se déplacer selon un schéma préétabli. L'homme qui a besoin de tout contrôler n'est pas simplement autoritaire ou dominateur. Il exécute un programme profond inscrit dans sa psyché, souvent gravé là par des blessures si anciennes qu'il ne se souvient même pas les avoir subies. Il vit dans un univers où l'incertitude est un poison, où l'autonomie d'autrui est une menace existentielle, où laisser échapper quelque chose de sa surveillance directe revient à inviter le chaos qu'il a autrefois presque détruit. Ce n'est pas un méchant de dessin animé, c'est un ingénieur de l'ordre obsessionnel qui a décidé que la seule façon d'être en sécurité est de s'assurer que rien, absolument rien, ne puisse jamais plus le surprendre. Votre contrôle n'est pas une cruauté gratuite, c'est un système immunitaire psychologique hypertrophié qui a appris à identifier la liberté elle-même comme un agent pathogène. La genèse de cette impulsion de contrôle total se trouve souvent dans des expériences précoces d'impuissance absolue. Un enfant qui a grandi dans un foyer chaotique, où la violence était aléatoire et imprévisible, où les promesses des adultes étaient du papier mouillé, où chaque jour apportait de nouvelles configurations de terreur sans motif discernable, cet enfant apprend une leçon dévastatrice. Faire confiance aux autres, c'est s'exposer à l'anéantissement. Il développe alors une stratégie de survie qui semble logique, voire noble, dans son contexte initial. Si le monde est fondamentalement traître, si les personnes sont intrinsèquement peu fiables, alors la seule sécurité réside dans le fait de ne dépendre de personne, de contrôler chaque variable, de se transformer de victime passive du chaos en architecte actif de l'ordre. Le problème est que cette stratégie, peut-être utile pour survivre à l'enfance dans un environnement toxique, devient le modèle à travers lequel il traite toute relation future. L'enfant qui a appris que le contrôle équivaut à la survie se transforme en l'adulte qui considère toute concession de contrôle comme une petite mort, une régression vers cet état initial de vulnérabilité terrifiante qu'il a juré de ne jamais revivre. Ce terror sous-jacent à la perte de contrôle se manifeste par des comportements qui, pour l'observateur extérieur, semblent purement tyranniques, mais qui, pour le contrôleur, sont défensifs, nécessaires, rationnels. Il surveille le téléphone de son partenaire, non pas parce qu'il apprécie l'invasion, mais parce que la possibilité qu'il y ait des conversations qu'il ignore est psychologiquement insupportable. Il microgère chaque détail sur son lieu de travail, non pas parce qu'il sous-estime ses employés, mais parce que déléguer la responsabilité signifie accepter que les résultats dépendront en partie de décisions extérieures, et cette dépendance active alarme ses systèmes nerveux primitifs. Il structure la vie de ses enfants avec une rigueur militaire, non pas parce qu'il est naturellement autoritaire, mais parce qu'un enfant imprévisible, qui prend des décisions non supervisées, pouvant commettre des erreurs hors de son champ de vision, est un rappel vivant qu'il existe des choses dans l'univers qu'il ne peut pas contrôler. Et ce rappel est intolérable. Chaque acte de contrôle est simultanément une tentative de gérer le monde extérieur et un rituel pour apaiser la panique intérieure qui surgit chaque fois qu'il perçoit que le monde extérieur pourrait avoir sa propre volonté. L'ironie dévastatrice de cette psychologie est que le contrôle absolu qu'elle recherche est impossible, et sa quête de l'impossible garantit son échec éventuel. Les personnes ne sont pas des machines, elles ne peuvent pas être programmées parfaitement. Elles ont des volontés, des désirs, des secrets, des vies intérieures qui restent opaques, peu importe la surveillance appliquée. Chaque humain est fondamentalement un mystère irrésoluble, un centre de conscience que personne ne peut connaître ou contrôler complètement. Le contrôleur compulsif bute sans cesse contre cette réalité fondamentale, et chaque collision renforce sa conviction qu'il doit contrôler davantage, surveiller plus intensément, éliminer plus d'espace d'autonomie. Il devient dépendant d'un projet qui est condamné dès le départ, et comme tout addict, il augmente constamment la dose en quête d'un effet que la substance ne pourra jamais lui fournir. Il doit exercer un contrôle plus strict, car ses tentatives précédentes de contrôle ont échoué à garantir la sécurité promise, sans reconnaître que le contrôle total d'autres êtres humains est catégoriquement impossible, qu'il poursuit un mirage qui recule à la même vitesse qu'il avance. Cette poursuite de l'impossible
contamine toutes ses relations avec une toxicité particulière. Un couple constamment surveillé, dont les amitiés sont interdites, dont les décisions sont supervisées, ne peut développer un amour sincère envers le contrôleur. Il peut développer une dépendance, de la peur, de la résignation, voire une forme perverse de gratitude lorsque le contrôle se relâche temporairement, mais pas de l'amour. L'amour nécessite une reconnaissance mutuelle de l'humanité complète, une confiance dans l'autonomie de l'autre, une acceptation que l'autre pourrait choisir de partir, mais choisit de rester. Le contrôleur détruit ces conditions préalables à l'amour dans sa tentative de s'assurer que son partenaire ne puisse jamais le quitter. Il crée exactement ce qu'il craint le plus, une relation vide où ne demeure que la coquille de l'intimité, où son partenaire a appris à jouer un affect convaincant pendant que sa véritable vie intérieure, son vrai moi, se retire dans des lieux où le contrôleur ne peut pas l'atteindre. Il a gagné en obéissance physique, mais a perdu l'accès à la seule chose qu'il recherchait réellement, une connexion authentique avec un autre être humain que celui-ci choisit librement et volontairement de fréquenter. Les enfants de parents contrôlants développent des pathologies complémentaires qui perpétuent le cycle de génération en génération. Certains se rebellent, développent une allergie à toute forme d'autorité, s'abordant leur propre vie au nom de la démonstration que personne ne peut les contrôler. D'autres internalisent le modèle paternel et deviennent à leur tour des contrôleurs, répétant les schémas qui les ont blessés parce que c'est la seule relation qu'ils connaissent intimement. D'autres encore développent une sorte de double vie, affichant des façades d'obéissance parfaite tout en cultivant secrètement des vies alternatives complètes qu'ils dissimulent méticuleusement. Aucun de ces résultats n'est ce que le père contrôlant cherchait apparemment. Il voulait des enfants réussis, stables, confiants, produisant des enfants qui portent la marque de leur contrôle comme une cicatrice permanente, qui passeront des décennies en thérapie en essayant de défaire le conditionnement qui leur a appris que l'amour et la surveillance sont synonymes, que le soin et la restriction sont interchangeables, que la seule façon d'être en sécurité est de ne jamais révéler son vrai moi à personne. Dans le domaine professionnel, le contrôleur compulsif atteint fréquemment des postes de pouvoir parce que l'organisation d'entreprise récompense certains aspects de sa psychologie. Son attention obsessionnelle aux détails, son intolérance à l'erreur, sa capacité à travailler sans relâche en micromanageant les processus, tout cela peut sembler une excellence managériale dans des contextes où les résultats à court terme sont la seule métrique. Il grimpe dans la hiérarchie parce que les structures bureaucratiques modernes ont été conçues pour des personnes exactement comme lui, pour qui le contrôle est confondu avec la compétence, la surveillance avec le leadership, la conformité avec la performance. Mais finalement, ces limitations deviennent évidentes. Les employés talentueux partent parce que personne avec des options tolère à long terme d'être traité comme une extension robotique de la volonté du chef. Ceux qui restent sont ceux qui n'ont pas d'alternative, ou ceux qui ont appris à jouer le jeu, à donner l'apparence de conformité tout en minimisant l'effort réel. Le département qu'il dirige peut sembler impressionnant dans les rapports parce que tous les chiffres corrects sont aux bons endroits. Mais la créativité est morte. L'initiative a été éteinte. L'innovation est impossible car toute innovation nécessite de l'espace pour l'expérimentation, l'échec, des processus qui ne peuvent pas être entièrement prédéfinis. Il a créé une équipe qui fonctionne comme une machine dans le sens le plus négatif, rigide, incapable de s'adapter, efficace uniquement pour exécuter exactement ce qui lui est programmé et complètement perdu lorsque les conditions changent de manière imprévue. La technologie moderne a fourni aux contrôleurs compulsifs des outils que ses prédécesseurs historiques ne pouvaient que rêver. Des logiciels de surveillance qui enregistrent chaque touche pressée sur les ordinateurs des employés. Des applications qui suivent la localisation GPS en temps réel. Des caméras de surveillance dans chaque pièce de la maison, accessibles depuis un smartphone. Des systèmes qui permettent de lire des messages textes, des emails, des historiques de navigation. Le contrôleur adopte ces technologies avec enthousiasme, car le monde réalise enfin sa vision. La surveillance totale devient enfin possible, ce qu'il a toujours su nécessaire. Mais ces outils ne résolvent pas son problème fondamental, ils ne font que l'amplifier. Il a désormais accès à plus d'informations qu'il ne peut en traiter. Il voit plus de choses qui l'alarment.
il découvre plus d'espace qu'il doit surveiller. La technologie qui promettait un contrôle parfait ne fait que révéler plus vivement l'impossibilité de ce projet. Pour chaque secret qu'il découvre, il se rend compte qu'il pourrait en exister 10 de plus qu'il n'a pas encore trouvé. Pour chaque système de surveillance qu'il met en place, il devient conscient des lacunes dans la couverture. La technologie transforme son obsession gérable en totalitaire sans jamais fournir la paix qu'il recherche. Le contrôleur rationalise souvent son comportement avec des récits qui semblent raisonnables en surface. Il dit qu'il ne veut que le meilleur pour sa famille, que le monde est dangereux et que quelqu'un doit être responsable, que son expérience lui a appris que les gens ne sont pas dignes de confiance, qu'il protège ceux dont il a la charge de sa propre naïveté. Ces rationalisations ne sont pas complètement fausses. Elles contiennent des éléments de vérité qui les rendent convaincantes même pour lui-même. Le monde comporte des dangers. Les gens peuvent trahir la confiance. L'expérience justifie parfois la prudence. Mais le contrôleur prend ces vérités partielles et les amplifie jusqu'à en faire une cosmologie complète, une justification pour une surveillance totale, une licence pour éliminer toute autonomie extérieure. Il utilise le fait que certains risques existent pour argumenter que tous les risques doivent être éliminés, que toute incertitude est intolérable, que la seule sécurité possible est un contrôle absolu. Il ne peut distinguer entre prudence raisonnable et paranoïa pathologique parce que son système est calibré pour détecter des menaces dans toutes les directions, pour interpréter chaque acte d'autonomie comme une trahison potentielle, chaque espace privé comme une zone de danger potentiel. Les victimes du contrôleur compulsif développent des symptômes caractéristiques qui révèlent le coût psychologique de vivre sous surveillance constante. Elles apprennent à deviner chaque décision, à consulter mentalement le contrôleur même lorsqu'il est absent physiquement. Elles développent une hypervigilance sur leur propre comportement, se surveillant constamment à la recherche de toute action pouvant être mal interprétée, de toute décision pouvant générer une désapprobation. Leur locus de contrôle s'externalise complètement. Elles ne savent plus ce qu'elles veulent ou croient indépendamment du contrôleur. Elles ont perdu l'accès à leurs propres désirs sous des couches de conditionnement qui leur ont appris que désirer des choses que le contrôleur n'approuve pas est une transgression qui sera punie. Ils vivent une anxiété perpétuelle car aucun niveau de conformité n'est suffisant. Les règles changent arbitrairement. Ce qui était acceptable hier peut être impardonnable aujourd'hui. Ils vivent en état d'alerte constante, ne se détendant jamais complètement, car à tout moment pourrait arriver une inspection, un interrogatoire, une accusation basée sur des preuves recueillies silencieusement pendant des jours ou des semaines. C'est une existence qui reproduit les dynamiques des États policiers totalitaires, mais à l'échelle domestique, où le tyran n'a pas besoin d'armée parce qu'il a colonisé la conscience même de sa victime. Cette colonisation de la conscience étrangère est peut-être la réalisation la plus perturbante du contrôleur réussi. Il ne se contente pas d'une conformité extérieure. Il a besoin d'une conformité intérieure. Il faut que ses victimes adoptent sincèrement ses perspectives, internalisent ses valeurs, deviennent des extensions de sa volonté qui s'autorégulent même en son absence. Il utilise à cette fin des techniques qui, sans qu'elles soient nécessairement conscientes, reproduisent des méthodes d'endoctrinement développées par des cultes et des régimes totalitaires. Il contrôle l'information, en déterminant quelles sources externes sont fiables et lesquelles sont dangereuses. Crée une dépendance économique et émotionnelle en veillant à ce que ses victimes ne disposent pas de ressources indépendantes pour s'échapper. Utilise des punitions et des récompenses de manière imprévisible, générant un état psychologique où les victimes ne savent jamais quel comportement produira quel résultat, ce qui les maintient constamment à essayer de le satisfaire. Isole ses victimes des réseaux de soutien externes qui pourraient offrir des perspectives alternatives. Réécrit l'histoire partagée, en insistant sur le fait que des événements que les victimes se rappellent clairement ne se sont jamais produits ou se sont produits différemment. Avec suffisamment de temps, ces techniques produisent exactement le résultat recherché. Des victimes qui ont perdu leur capacité à faire confiance à leur propre perception, qui consultent le contrôleur comme source ultime de réalité et qui ont été convaincues avec succès que sans leur supervision, elles sombreraient dans le chaos. La paradoxa est que, tandis que le contrôleur dégrade avec succès l'autonomie de ses victimes, il les méprise simultanément pour leur manque d'autonomie.
Il se plaint que son partenaire ne peut pas prendre de décisions indépendantes, ignorant qu'il a passé des années à punir systématiquement chaque tentative d'indépendance. Il critique ses employés pour leur manque d'initiative, sans reconnaître que chaque fois que quelqu'un a montré de l'initiative, il a été réprimé pour ne pas avoir suivi des procédures strictes. Il se frustre avec ses enfants pour leur incapacité à fonctionner sans supervision, aveugle au fait qu'il a structuré leur vie pour éliminer toute opportunité de développer des compétences d'autodirection. Il a besoin simultanément que les autres soient complètement dépendants de lui et méprise cette dépendance comme une faiblesse morale. Cette contradiction ne se résout jamais parce qu'il ne peut pas la reconnaître. Le faire requérait d'admettre qu'il est l'architecte des conditions qui le frustrent exactement, que son contrôle a créé les incompétences qu'il cite comme justification pour plus de contrôle. Le système est parfaitement circulaire, auto-justifiant, imperméable aux preuves contradictoires. En plus des relations intimes, le contrôleur choisit fréquemment des partenaires qui ont déjà des antécédents de traumatisme ou de faible estime de soi. Il ne fait pas nécessairement cela consciemment ou malicieusement, mais son radar psychologique a été calibré pour détecter la vulnérabilité, pour identifier les personnes qui sont déjà habituées à se subordonner, qui croient déjà ne pas mériter un meilleur traitement, qui interpréteront leur contrôle initial comme une préoccupation amoureuse plutôt que comme un signal d'alarme. La phase initiale de la relation peut être intensément romantique parce qu'il a finalement trouvé quelqu'un qui accepte son besoin de fusion totale. Et elle a finalement trouvé quelqu'un dont l'attention constante comble le vide intérieur qui la poursuit depuis toujours. Mais ce qui commence comme une fusion romantique se révèle progressivement comme une absorption, comme une suppression des frontières où seule sa réalité, ses besoins, ses perceptions ont de la valeur. Elle découvre trop tard que l'attention constante qu'elle interprétait comme de l'amour était de la surveillance, que la préoccupation qui la flattait était de la possession, que l'homme qui semblait si intéressé par chaque aspect de sa vie n'était pas intéressé à la connaître, mais à la cartographier pour mieux la contrôler. Les amis et la famille extérieure qui observent ces dynamiques se demandent souvent pourquoi la victime ne part pas simplement. Ils offrent de l'aide, des ressources, des lieux pour rester. Ils ne comprennent pas que partir nécessite d'abord de reconnaître qu'il faut partir, et que le contrôleur a passé des années à éroder précisément cette capacité de jugement indépendant. La victime a été convaincue que ses perceptions sont peu fiables, que son jugement est défectueux, que sans le contrôleur, elle prendrait des décisions désastreuses. Elle a été entraînée à douter de sa propre insatisfaction, à réinterpréter son malheur comme son propre problème psychologique plutôt que comme une réponse rationnelle à l'abus. Chaque fois qu'elle envisage de partir, elle entend dans sa tête la voix du contrôleur qui catalogue toutes les façons dont elle échouera seule, prédisant des désastres qui justifient de rester. Et s'il parvient à surmonter cette voix intérieure et essaie réellement de partir, il découvre qu'il a structuré les circonstances pour rendre le départ extrêmement difficile. Il n'a pas accès aux comptes bancaires. Il ne possède pas de titre de propriété sur les actifs communs. Il n'a pas maintenu d'amitié indépendante, car il les a toutes progressivement aliénées. Il n'a pas d'historique professionnel récent, car il a insisté pour qu'il reste à la maison. Partir n'est pas simplement une décision émotionnelle. C'est un projet logistique massif qui nécessite exactement les ressources et la confiance que le contrôleur a systématiquement éliminées. Le contrôleur ressent généralement les tentatives de départ de ses victimes comme des trahisons impardonnables justifiant une escalade du contrôle. Si son partenaire essaie de le quitter, cela confirme ses soupçons qu'elle n'a jamais été fiable, que sa vigilance était justifiée et qu'il doit l'intensifier encore plus si elle revient. Il alterne fréquemment entre des supplications de pardon où il promet de changer et des menaces voilées ou explicites sur ce qui se passera si elle part définitivement. Cette alternance entre vulnérabilité et menace est calculée, bien que peut-être inconsciente. La vulnérabilité fait appel à l'empathie de la victime, à sa culpabilité de quitter quelqu'un qu'il affirme désespérément avoir besoin d'elle. Les menaces jouent sur sa peur, sur des préoccupations réalistes concernant sa sécurité ou celle de ses enfants si elle poursuit réellement la séparation. Ensemble, ces tactiques atteignent souvent leur objectif de faire revenir la victime, surtout si elle ne dispose pas d'un réseau de soutien solide pour la soutenir durant la période vulnérable juste après son départ. Et lorsqu'elle revient,
il interprète cela comme une validation qu'elle en a vraiment besoin, que son contrôle était une expression d'amour qu'elle finit par reconnaître, totalement aveugle à la dynamique de coercition et d'épuisement qui a réellement provoqué son retour. Dans des cas extrêmes, le contrôleur peut recourir à la violence physique lorsque ses méthodes psychologiques de contrôle échouent à produire une conformité totale. Ce n'est pas une contradiction de son caractère, mais une extension logique de sa psychologie. Il a construit son identité complète autour du fait d'être la personne qui contrôle son environnement. Lorsque ce contrôle est fondamentalement défié, lorsque quelqu'un insiste sur son autonomie malgré tous ses efforts de manipulation, il l'expérimente comme une annihilation existentielle. La violence émerge comme ultime recours, comme une tentative désespérée de Roempf. Il ordonne lorsque toutes les autres méthodes ont échoué. Il ne perçoit pas cette violence comme une agression, mais comme une défense légitime de sa réalité, comme le rétablissement d'une hiérarchie naturelle que la victime tente perversément d'inverser. Dans son récit intérieur, il est la victime de l'intransigeance de l'autre, de son refus irrationnel d'accepter sa guidance, de sa rébellion qui le contraint à prendre des mesures plus radicales. Cette inversion de victime et de coupable est complète dans son esprit, absolument convaincante pour lui permettant d'employer la violence tout en se voyant comme une personne raisonnable poussée à l'extrême par l'irrationalité de l'autre. Le traitement du contrôleur compulsif est notoirement difficile, car il nécessite qu'il reconnaisse quelque chose que toute sa structure psychologique est conçue pour nier, qu'il est le problème, que son contrôle est une pathologie et non une solution, que la sécurité qu'il recherche par la domination des autres est une illusion qui détruit précisément les relations qu'il prétend valoriser. Cette reconnaissance est presque impossible, car elle impliquerait qu'il confronte la terreur originelle qui a engendré son besoin de contrôle, qu'il revisite cet état de vulnérabilité infantile qu'il a juré de ne jamais revivre. Il est plus facile, moins effrayant, de continuer à insister sur le fait que le problème est que les autres ne coopèrent pas suffisamment avec ses efforts pour structurer le monde correctement. La thérapie ne fonctionne que s'il arrive réellement motivé à changer, ce qui est rare. Plus couramment, il arrive parce qu'il a été contraint par un ultimatum de son partenaire ou par une ordonnance judiciaire. Et il utilise alors les séances de thérapie comme une autre arène où tenter de contrôler les récits, convaincre le thérapeute qu'il est victime d'un partenaire irrationnel, apprendre un nouveau vocabulaire psychologique qu'il peut utiliser comme arme pour rendre son contrôle plus sophistiqué. Le thérapeute habile reconnaît ces dynamiques et les confronte, mais cela aboutit souvent à ce que le contrôleur abandonne le traitement, déclare le thérapeute incompétent ou biaisé, ou cherche un autre professionnel plus réceptif à sa version des événements. Les sociétés qui produisent des contrôleurs compulsifs en nombre significatif partagent souvent des caractéristiques qui normalisent et récompensent précisément ces dynamiques. Les cultures qui mettent l'accent sur des hiérarchies rigides, qui associent masculinité à domination, qui considèrent l'autonomie féminine comme une menace, qui valorisent l'ordre plutôt que la liberté, qui interprètent la vulnérabilité comme une faiblesse intolérable, toutes ces cultures sont des incubateurs idéaux pour cette psychologie. Le contrôleur n'est pas simplement un individu blessé, c'est le produit de systèmes sociaux qui lui ont appris que sa valeur en tant qu'homme dépend de sa capacité à dominer son environnement, que permettre à d'autres, en particulier aux femmes et aux enfants, d'agir de manière indépendante est une faute personnelle, que reconnaître l'incertitude ou la vulnérabilité est une honte à éviter à tout prix. Il a intériorisé des messages culturels sur ce que signifie être homme, être leader, être responsable. Et il a amplifié ces messages à travers le prisme de ses propres traumatismes jusqu'à créer une version caricaturale et toxique de la masculinité qui blesse tout le monde, y compris lui-même. La tragédie du contrôleur est qu'il poursuit toute sa vie quelque chose qui est catégoriquement hors de sa portée. Il ne parviendra jamais au contrôle total qu'il recherche parce que d'autres êtres humains sont fondamentalement incontrôlables dans le sens qu'il exige. Il ne connaîtra jamais la sécurité qu'il cherche parce qu'il a confondu contrôle et sécurité, ne reconnaissant pas que la véritable sécurité ne peut émerger que de la confiance. Et la confiance nécessite exactement la vulnérabilité qu'il a passé sa vie à éviter. Il meurt, souvent seul, ou entouré de personnes qui le craignent, mais ne l'aiment pas,
sans avoir atteint l'objectif qui a consumé son existence. Il laisse derrière lui un sillage de personnes blessées, de relations détruites, de potentiel humain gaspillé. Et si, dans ces derniers moments, il a conscience, il pourrait reconnaître que tout son contrôle ne l'a pas protégé du destin qu'il craignait le plus. Finir vulnérable, dépendant, incapable de contrôler même son propre corps alors que la mort approche. Son contrôle était une illusion dès le départ, une défense élaborée contre une insécurité qui n'a jamais disparu. Elle a simplement été repoussée de plus en plus profondément sous des couches de domination qui, à la fin, n'ont rien protégé. Mais peut-être que la question la plus troublante n'est pas celle du contrôleur pathologique, celui dont la compulsion est si extrême que tout le monde reconnaît la pathologie. La question la plus troublante concerne les formes les plus subtiles de cette psychologie qui imprègne des relations considérées comme normales, sur les espaces où nous exerçons tous un contrôle sur les autres en le justifiant par des rationalisations qui semblent raisonnables. Le père qui contrôle chaque détail de l'éducation de son enfant parce qu'il veut simplement maximiser ses chances futures. Le gestionnaire qui microgère parce qu'il veut simplement assurer la qualité. Le couple qui vérifie occasionnellement le téléphone de l'autre parce que les relations saines n'ont pas de secret. Chacun de ces comportements peut être une version atténuée de la même psychologie, différente en degrés, mais non en type. La véritable question n'est pas de savoir si vous connaissez un contrôleur pathologique. La véritable question est: où dans votre propre vie avez-vous confondu contrôle et amour, surveillance et soin, restriction et protection? Combien de libertés que vous refusez aux autres les refuse-t-on parce que c'est vraiment mieux pour eux ou parce que leur autonomie vous génère une anxiété que vous ne pouvez pas tolérer? À quel moment votre besoin de sécurité s'est-il transformé en mécanisme de domination que vous justifiez par des récits de responsabilité et de préoccupation? Parce que le contrôleur extrême n'est que la manifestation visible d'une impulsion qui existe en beaucoup d'entre nous sous des formes plus modérées mais structurellement identiques. Et reconnaître cela, confronter les façons dont nous essayons tous de contrôler l'incontrôlable parce que faire face à notre vulnérabilité fondamentale est trop effrayant, pourrait être la question la plus inconfortable de toutes.